Relais à vous. Ok. D'habitude, نكره نهضر بالميكرو. Non, je reviens, je vais revenir de toute façon, Inch'Allah. Donc au début, نشكر madame de toute façon pour la présentation. نشكر les anciens collègues de toute façon, donc à savoir monsieur le recteur, monsieur le vice-recteur, de toute façon et tous mes collègues de toute façon ici présents pour l'invitation dont ils m'ont fait l'honneur. Je suis très ravi d'être là parmi vous. Donc comme l'a dit madame, je suis le fils de cette université de façon là, je suis un ex de cette université-là. Et ça me fait énormément plaisir d'être encore là. Je m'excuse auprès de pour certains, à la bali, certains de nos étudiants ont peut-être des problèmes avec la اللغة الفرنسية. راح نحاول يعني بقدر المستطاع باش ندخل دو طون اوتر يعني شويه بالعربيه. Mais à la belle, vous me parce que ça ne va pas être vraiment possible. Mais au cours du débat, يعني في مرحلة الأسئلة أنا مستعد باش نجاوب بالعربية إذا قدرت الفصحى إن شاء الله. Donc, أولاً, donc le but de ma présence aujourd'hui là, c'est de partager avec vous une expérience que j'ai vécue et que j'ai trouvé extraordinaire de toute façon au Québec. Comme je l'ai toujours dit, de toute façon, lorsque je suis parti de façon au Québec, donc il y a deux choses qui ont retenu mon attention et que j'ai toujours souhaité نجيب ننقلها من الجزائر de façon هنا. يعني il y a une chose très banale نحكيها لكم quand même. Donc أول حاجة كي ندي ولادنا للمدرسة، احنا عندنا شفت ولادنا هنا بلوزور احدى المدارس كاين بزاف اللي دهموهم لي بوس طوموبيلات اي تو. قلت تما اون فكره اكسيلونت تمنيت نقلها نجيبها هنا. يعني تما اوتور دو شاك ايكول يا سكون ابل دي بريغاديي سكولار، يا دي جون روتريتي ناس كبار يلبسوا لهم ان بتي دوسار مكتوبه فيه بريغاديي سكولار، ودون شاك كارفور يوقفوا بحدا ليكول باش يحبسوا الطوموبيلات ويعاقبوا الاولاد صغار ليكول. هذه فكره تمنيت ريالمون نديروها في الجزائر. والفكره الثانيه هي هذا لي سونتر دو ترانسفير دو تكنولوجي. C'est une expérience que je trouve extraordinaire et c'est grâce à cette expérience-là que je peux dire que le Québec a connu son évolution économique là. Et cette idée-là a commencé par ce qu'on appelle la création des centres de transfert de technologie qui datent des années 80. C'était une idée de façon donc pour répondre à des besoins concrets des entreprises de la région. Bon. Je vais vous faire donc le plan de ma présentation. Au début, donc, on va essayer de parler de ce que c'est que le transfert de technologie, نقل technologie. Lorsqu'on parle de technologie, je ne veux pas parler ici de transfert des pays industrialisés vers les pays du tiers-monde. Là, je n'ai pas cette compétence-là, mais j'essaie de parler de transfert de technologie des institutions académiques, donc de l'université à l'industrie. Le deuxième point, donc, je vous parlerai des retombées, plutôt des CCTT et expériences québécoises, donc à l'égard d'un certain nombre de pays comme les Allemands qui ont créé les instituts de Fraunhofer dans les années 60, pardon. Il y a les Français aussi qui ont créé les instituts Carnot dans les années 2006. Les Anglais aussi ont créé de toute façon les Catapult Centers de toute façon dans les années 2012, je crois 2010. Il y a les Québécois ont créé les centres de transfert de technologie dans les années 80. Je vous parlerai également des retombées et les impacts de ces centres-là. Justement, c'est l'objectif de la conférence. C'est j'essaie de faire naître l'intérêt pour ces centres de recherche-là, en espérant qu'un jour, d'ailleurs, je suis très fier déjà que j'ai appris que le ministère de l'Enseignement supérieur déjà a accepté une des demandes qui va dans ce contexte-là. Donc, il va y avoir création d'un centre d'incubation des entreprises. Donc, عبارة عن مركز لإعانة المؤسسات يعاونوا المؤسسات باش يتطوروا باش ينوفيو. Donc,
Et dans le quatrième point, donc je vous dirai des performances, parlerai des performances et des pertinences de ces centres-là. Donc, parce que dans tous les pays industrialisés, donc on crée une chose, mais on fixe des objectifs et on fait une évaluation au bout de chaque année pour voir si les attentes et les objectifs ont été atteints ou non. Parce qu'on vous donne là-bas de l'argent, mais il faut qu'en contrepartie, il faut qu'il y ait un retour vers celui qui investit de l'argent. Et enfin, bien sûr, je vous parlerai du centre que j'ai eu l'honneur de diriger depuis 2012 exactement, et qui s'appelle le C2-3. Pourquoi C2T3? Tout simplement parce qu'il y a 2C et 3T. 2C, donc centre collégial, et 3T, transfert de technologie en télécommunication, tout simplement. C'est une façon de décourter de façon la nomination. Et je vous parlerai de certaines réalisations que nous avons faites de façon dans ce centre-là. Donc, au début, donc, on sait que ça vous allez voir, j'ai essayé de quelques jumlas de façon, en même temps, donc on va parler du transfert de technologie. Donc, avant ça, j'ai appris avec plaisir aussi, le 12 exactement, j'ai lu dans le journal que le ministère les trois ministères, le ministère de l'Industrie et des Mines, le ministère de l'Enseignement supérieur et celui de la Poste et le TIC, ils ont convenu de la création d'un bureau de transfert national. Donc, ce bureau de transfert national-là va avoir la mission de collaborer entre les inventeurs et l'industrie. Bon, moi, ça ne m'a pas plu lorsqu'ils ont dit que ça va gérer surtout de toute façon donc les inventeurs. Pour moi, un transfert, ça se fait entre les chercheurs, qu'ils soient inventeurs ou non. Parce que lorsqu'on parle de recherche, il ne faut pas nécessairement qu'elle soit formalisée par des brevets ou par des licences. Il y a certaines recherches qui seront formalisées par des brevets et d'autres non, et d'autres nécessairement non. Donc moi, ce que je sais, c'est que le transfert de technologie, c'est transmettre les connaissances qui sont issues de la recherche académique, qu'elles soient formalisées ou non sous forme de brevet ou de propriété intellectuelle, à une autre institution qui va donc les industrialiser et les rendre commercialisables. Donc, نقل الأفكار الجامعية من فكرة إلى application, donc il a إلى تطبيق là. Donc تجسيد فكرة. تجسيد voilà exactement c'est le terme. شكرا مدام. هو تجسيد الأبحاث العلمية إلى تطبيقات فعلية pour qu'elle réponde à des besoins concrets de l'entreprise. Bon, pour avoir été enseignant ici de façon ailleurs, on a développé une infinité de projets qui n'ont jamais vu le jour et qu'on n'a pratiquement jamais vu dans l'industrie. Là, la mission de ces centres, avant de parler de ces centres, la mission de ce transfert et que je souhaite, c'est qu'elle concrétise la recherche, c'est qu'elle industrialise les idées. Vous êtes des étudiants, vous avez une idée. Ce centre de transfert de technologie qui sera, Inch'Allah, créé prochainement, vous sera offert comme étant une plateforme dans laquelle vous allez mettre vos idées et avec l'aide des autres, essayer de la transformer en une application concrète qui répond à des besoins concrets. Voilà. Donc, tatbiq fi'li, li jawb, il a matalib fi'liya, a des besoins. احتياجات فعلية exactement. Je dois m'asseoir parce que... Oui, très bien. Donc, on sait tous que le transfert de technologie, c'est le processus qui désigne le transfert formel à l'industrie des découvertes au sein d'une institution académique, soit l'université ou des écoles privées ou des écoles publiques ou privées, dans le but, bien sûr, de les commercialiser et de les rendre exploitables réellement. Donc, quand on parle de transfert de technologie, on ne parle pas uniquement de transférer une technique et les droits de propriété intellectuelle qui vont avec, mais on transfère aussi le savoir-faire, la connaissance et toutes les compétences et essayer de mettre en œuvre une collaboration entre le public et le privé à travers des accords de collaboration. Donc, ce transfert va donner lieu à la création d'une synergie
entre l'université et l'industrie. Ça va être le lien وهمزة الوصل بين الأبحاث الجامعية والتطبيقات الصناعية. Donc, pour ce qui est de ce transfert, comme je l'avais déjà dit, donc c'est la concrétisation de la recherche, donc qui consiste à transformer la recherche en innovation industrielle, en cédant. Enfin, il y a des moments où on doit céder la propriété intellectuelle, il y a des moments où on donne des licences d'utilisation de ces recherches-là, et il y a des moments où on doit carrément vendre de toute façon sous la forme de brevets, etc. Alors, donc, pour résumer le tout, comme je l'avais déjà dit, donc, c'est la concrétisation de la recherche fondamentale et l'industrialisation des idées. On attend peut-être que les gens assistent. Ok, ça va. Ouais. On se donne un peu de temps, je m'excuse pour que les gens, parce qu'il y a une l'arrivée à ça. Hein? Donc, je reprends. هي الطالبات تفضلوا اسرعوا شويه. Donc, je résume un petit peu ce que je venais de dire déjà. Donc, nous parlions du transfert de technologie, donc de technologie, et nous avons dit que ce transfert de technologie-là, c'est le procédé qui consiste donc à rendre les idées, qu'elles viennent de l'université ou bien qu'elles viennent de l'industrie, à les rendre exploitables et à les transformer en produits commercialisables, simplement. Donc, c'est la concrétisation de la recherche. Et il y a actuellement des politiques à travers tous les pays industrialisés qui favorisent ce transfert de technologie-là et qui sont largement diffusées au sein des universités du monde entier. Donc, ceci dans le but d'accélérer la mise en marché des idées sur le marché. Donc, ça permet une diffusion rapide des produits de recherche universitaire et de leur mise sur le marché. Donc, on peut dire maintenant qu'il y a une troisième mission qui a été affectée à l'enseignant-chercheur. Bon, jusqu'à maintenant, l'enseignant-chercheur avait pour seule mission l'enseignement et la recherche. À travers ce nouvel aspect, le transfert de technologie, il y a une troisième mission normalement qui vient d'être affectée à l'enseignant, et cette mission-là lui assigne des objectifs en matière de développement économique. Maintenant, il faut que l'enseignant-chercheur devienne un facteur réel dans le développement économique de son pays. Alors, c'est devenu donc un enjeu majeur pour le développement économique. Bon, je peux vous citer que, par exemple, au Canada, la commercialisation des produits issus... Pardon. Donc, au Canada, la commercialisation des produits issus de la recherche, issus des secteurs stratégiques comme les sciences de la vie ou les TIC, elle est massivement soutenue par les gouvernements, qu'ils soient fédéraux ou provinciaux. Bon, parce qu'il y a tout ça, enfin au Canada, il y a un gouvernement fédéral, il y a 10 provinces qui chacun a son gouvernement. C'est pour ça que je parle des gouvernements, le fédéral et les gouvernements provinciaux. Alors, à partir de maintenant, je vais essayer justement de vous parler de l'expérience québécoise. Donc,
cette idée qui a consisté dans les années 80 à créer des centres de transfert de technologie pour répondre à des besoins des entreprises de la région, parce qu'il se trouve qu'à une certaine époque, les entreprises québécoises souffraient d'énormément du problème de compétitivité, parce que du fait que le Québec est limitrophe des USA, donc les entreprises américaines font beaucoup d'ombre aux entreprises québécoises, et donc il y a eu même à un certain moment une certaine tendance. Les Québécois attendaient que le tout leur vienne des États-Unis. Donc, leurs entreprises étaient confrontées à d'innombrables problèmes de compétitivité, mais ils n'avaient d'autre choix que d'innover et d'essayer de devenir compétitifs. Donc, à l'image, comme je l'avais dit tout à l'heure, des Allemands qui ont créé les centres de Fraunhofer dans les années 60, donc les Allemands ont été le premier à créer des centres qui étaient destinés à la recherche appliquée. Parce que justement, la caractéristique de ces centres-là par rapport aux universités, c'est que, bon, aux universités, on fait la recherche du fondamental, mais dans les centres de recherche appliquée, c'est de la recherche appliquée. Donc, les premiers à l'avoir déjà créé, pardon, c'est les Allemands dans les années 60. Il y a eu, de toute façon, il y a les Français qui ont fait récemment, dans les années, juste, je crois, 2006, ils ont créé 34 centres qu'on appelle les centres Carnot. Les Anglais aussi, ils en ont créé de toute façon quelques centres qui s'appellent les Catapult Centers. Donc, tous ces centres-là étaient destinés à aider ou bien à commercialiser la recherche ou à concrétiser la recherche fondamentale. Donc, ceci est venu dans un contexte un peu particulier, comme je l'avais déjà dit. À l'époque, les entreprises québécoises qui étaient et qui le sont toujours, bien sûr, le principal moteur de l'innovation, elles étaient confrontées à une vive concurrence de la part des entreprises américaines, et elles avaient des moyens très limités, et d'autre part, elles étaient, pour la plupart d'entre elles, situées dans des zones très éloignées par rapport aux grandes villes québécoises. Donc, elles n'avaient d'autre choix que d'accroître leur capacité d'innover. Mais malheureusement, elles n'avaient pas accès aux services de soutien technique et de transfert de technologie, ni de conseil et de formation. C'est ce qui a poussé donc le gouvernement québécois à créer ces centres-là qui étaient rattachés à ce qu'on appelle les collèges là-bas, parce que le système, il faut que je vous explique un petit peu, que le système d'enseignement au collège diffère du nôtre ici. Ils ont le cycle, ils ont le primaire, ils ont le secondaire, le cégep, puis l'université. Dans le primaire, de toute façon, les élèves, ils passent 6 années. Dans le secondaire, 5 ans, donc du secondaire 1 jusqu'au secondaire 5. Ça, c'était à partir début des années 60, où il y avait création de ces cégeps-là. Parce qu'à l'époque, toute l'éducation était sous l'égide de l'Église. Et à partir des années 60, les Québécois ont décidé de façon de se départir de la dépendance de l'Église du clergé. Donc, ils ont créé de nouveaux systèmes et ils ont créé ce qu'ils appellent les cégep, CEGEP, qui sont des collèges de l'enseignement général et de l'enseignement professionnel. Donc, ces cégeps-là forment des techniciens au bout de 2 à 3 années, qui peuvent être destinés directement à l'industrie, ou bien qui peuvent aller se perfectionner à l'université pour se spécialiser dans d'autres domaines. C'est l'équivalent, donc, chez nous, du lycée plus les 2 années de tronc commun, entre le lycée et tronc commun. Donc, et ces cégeps-là aussi ont été créés à un certain moment pour répondre à des besoins économiques régionaux. Donc, ils ont créé des cégeps et par la suite des CCTT selon les spécialités de chaque région. Par exemple, dans la région de Trois-Rivières où j'habitais, c'est la région de la Mauricie, c'était une région qui était très spécialisée en mécanique à un certain moment et en pâte et papier. Parce que le Canada et le Québec, il y a beaucoup de bois, donc ils fabriquent beaucoup de pâte et de papier. Donc, pour répondre à ces besoins-là, ils ont créé 2 centres de transfert de technologie, l'un en métallurgie et l'autre en pâte et papier. Et au début, de toute façon, des années 2000, moi, ça a coïncidé un petit peu avec mon arrivée. Moi, je suis arrivé là-bas en 2006. C'est en 2008 qu'a été créé le centre de télécommunication, de transfert en télécommunication. Parce qu'on voulait briser la bipolarité, parce que là-bas, il y avait
lorsqu'on parle de télécom, il y avait le pôle de Montréal et le pôle de Québec. Donc il fallait briser cette bipolarité-là et on a créé donc le centre de transfert de technologie en télécommunication pour essayer donc de créer un troisième pôle entre les deux. Donc je vous en dirai un peu plus par la suite. Donc on est toujours dans les CCTT donc, qui ont été créés, donc, comme je l'avais dit, au début des années 80 pour répondre à des besoins des entreprises québécoises et ils relèvent de deux ministères. Ces centres-là relèvent du ministère de l'Enseignement supérieur et relèvent aussi du ministère de l'Économie, Sciences et Innovation, qu'on appelle le MESI. Donc, et ils sont financés de façon, d'une part, par le MES et d'une part par le MESI. Bon, lorsque je parle de financement, c'est du financement de base. Je vous expliquerai par la suite comment se fait, parce que ces deux ministères-là nous donnent un fonctionnement de base et par la suite, on est obligé, nous, de nous autofinancer. Le but est bien sûr de diminuer de telle sorte que les chercheurs et les étudiants deviennent en partie payés par l'industrie. L'industrie doit participer à financer ces centres de transfert de technologie. Donc, ces centres-là, qui sont actuellement au nombre de 59, ont été répartis selon les besoins des régions et selon les spécialités des régions. Et ils sont spécialisés chacun dans un domaine. Il y en a 49, donc il y en a 49 spécialisations. La nouveauté dans ces centres-là, qui sont actuellement, 49 jusqu'à la fin 2018, mais la décision déjà a été prise pour créer 10 autres centres, donc en 2019, ils vont être 59. La nouveauté dans ces centres-là, il y a ce qu'on appelle aussi, parce que nous, ici, lorsqu'on parle de technologie, on ne pense qu'au thème sciences naturelles, génie. La nouveauté c'est qu'il y a aussi des centres en innovation sociale. On appelle ces centres-là les PSN. Les PSN, ce que j'oublie souvent, pour des pratiques sociales novatrices. Donc, il y a aussi des centres qui répondent de façon à certains besoins de la société, tels que par exemple le développement durable, l'innovation organisationnelle, la culture et les arts, le tourisme, la famille, mise en valeur de l'espace humain, etc. Donc il y a eu des centres qui, eux aussi, répondent à ces besoins-là, en essayant aussi de créer des solutions technologiques pour répondre aux besoins de la société qui se réfèrent à ces problèmes-là. Donc ces CCTT, ils répondent à des besoins plus pressants à combler dans les pratiques sociales novatrices et comprennent de façon donc les spécialités dont je viens de vous citer. Alors, à titre d'exemple, je peux vous citer trois CCTT qui sont spécialisés, qui sont des PSN. Donc, on a l'Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrés. On a le Centre d'études en responsabilité sociale et éco-citoyenneté et le groupe d'études des conditions de vie et des besoins de la population. Il y en a plusieurs autres, je crois maintenant ils sont une dizaine de PSN, donc qui s'occupent chacun d'un problème de société particulier. Alors, donc, pour résumer ce que je disais à propos de façon de ce centre-là, ils sont là donc pour stimuler l'innovation par le transfert de technologie. Ils sont là pour accompagner les entreprises dans leur démarche, pour les aider à améliorer leurs produits et leurs procédures d'innovation par des solutions technologiques. Et ils sont là pour ils constituent ce qu'on appelle, comme je l'avais déjà dit, une passerelle innovante entre le milieu de la recherche et le milieu de l'industrie. Ils sont là aussi pour convertir les résultats de la recherche fondamentale en applications réelles. Et ils sont là aussi pour rendre exploitable la recherche publique. Alors, ces centres-là activent, généralement, ils ont 3 axes principaux d'activité. Mais là, on les a étendus un petit peu à 5. Alors, comment on essaie de concrétiser ce transfert de recherche-là vers les entreprises? On y va par 5 moyens. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la formation spécialisée, qui est une formation à la demande du client. Par exemple, nous avons une entreprise qui a des cadres, des ingénieurs ou des techniciens qui ont besoin de se perfectionner dans un domaine particulier de technologie.
Donc, on leur donne des formations spécialisées. Ces formations peuvent se donner chez le client lui-même ou bien peuvent se donner au centre même. Donc, من المهام التي أكلت pardon, je ne sais pas pourquoi ça arrive. Donc, من المهام تاع هاد les centres هو أننا نعطيو une formation تكوين à la demande تاع les clients. On leur donne aussi, ce qu'on appelle une information, une diffusion de l'information. Parce que dans nos contacts avec les entreprises, nous avons contacté que les entreprises ignorent dans certains cas qu'il y a la présence de tel ou tel programme qui permet de les aider dans leurs innovations. Donc, les deux autres points essentiels, donc on a ce qu'on appelle un support technique, je vous expliquerai par la suite ce qu'on fait exactement dans ce contexte-là, et on leur développe des produits donc, qui répondent à des besoins concrets. Comme je l'avais déjà expliqué ce matin à nos collègues, par exemple, vous êtes un entrepreneur, vous avez une problématique, vous voulez par exemple automatiser une chaîne, vous voulez améliorer de façon un produit ou une procédure, donc on se rencontre, on essaie de vous écouter et de comprendre la problématique et on vous propose une solution qui répond concrètement à ce besoin-là. Bon, je vous donnerai par la suite de toute façon des exemples concrets pour ce... Bon, donc, comme je l'avais dit actuellement, donc, en théorie, il y a 59 qui, donc 49 sont fonctionnels déjà. Et tous cet été-là sont regroupés dans le cadre de ce qu'on appelle un réseau Transtech. Ce réseau Transtech-là, justement, représente l'ensemble de ces CCTT-là au niveau gouvernemental. C'est lui qui revendique, par exemple, nos droits au niveau du gouvernement canadien ou bien au niveau du gouvernement québécois. Et c'est lui aussi qui nous permet de nous réunir, qui nous assure un certain réseautage, soit entre nous, soit avec les entreprises. Donc celui qui organise des colloques et des rencontres de tout type pour permettre de toute façon qu'il y ait contact réel entre l'industrie et les chercheurs. Là. Bon, donc, la mission essentielle de ce réseau-là, donc, c'est de représenter les CCTT au niveau des gouvernements, de faciliter le réseautage national et international, parce qu'il ça lui arrive aussi même de nous organiser des séances de réseautage avec des représentants internationaux ou bien des rencontres. Il nous organise aussi des ententes de collaboration avec pas mal de pays. Donc, on en a eu avec la Belgique, avec la France, avec les USA, avec les pays de l'Amérique latine, etc. Et donc, tout cela dans le but d'accompagner les entreprises dans leur innovation. Alors, le soutien technique, qui est l'un des trois principaux axes des activités de ce centre-là, ça consiste donc à accompagner les entreprises dans un processus de changement technologique, ou bien les aider à adopter et adapter les technologies et les solutions technologiques. Il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est que dans les centres de technologie, on n'invente pas de nouvelles technologies. Comme je l'ai tout le temps dit dans mes rencontres, on utilise la technologie déjà existante et on essaie de l'adapter aux besoins concrets de l'entreprise. ما نخترعوش تكنولوجيات جديدة، لكن نستعملوا التكنولوجيات الموجودة ونحاولوا باش نضبطوها نكيفها مع الاحتياجات تاع l'entreprise. Donc, on les aide aussi, de façon, on les aide les entreprises de façon donc, à trouver du financement parce que là-bas, peut-être contrairement à chez nous malheureusement, il y a énormément de programmes qui permettent de subventionner les entreprises et de les aider à innover. Et la majorité de ces entreprises-là ignorent l'existence de ces programmes-là. Nous, parmi nos tâches et nos missions, on essaye justement d'orienter ces entreprises-là et les aider à aller trouver ce genre de subventions-là. Et donc aussi, on les aide donc à assurer un transfert de savoir, de savoir-faire et de savoir. La deuxième partie, c'est le développement technologique. C'est dans ce contexte-là où on répond par des applications concrètes. Donc on conçoit, on réalise des projets, comment dirais-je, un entrepreneur a un besoin particulier pour améliorer, pour innover. Il vient, on lui développe une application. Je peux vous citer par exemple un exemple. Nous avions un cas, c'était une entreprise façon trifluvienne, donc à Trois-Rivières.
qui est activé dans l'environnement, donc dans la lutte contre les mauvaises herbes et les insectes. Ils avaient de toute façon un réseau international, donc ils vont dans certains pays, notamment en Afrique ou en Amérique latine. Donc ils donnent la pompe dans laquelle ils mettent le produit d'épandage à la personne qui est sur le terrain pour qu'il épande une région, enfin toute une région là. Ils ont remarqué que certains, par exemple, quelqu'un se cache derrière un endroit, il vide sa pompe sur place et il revient en fin de journée, j'ai fini mon travail. J'ai épandu toute la région. Mais on n'a aucune preuve s'il a fait ou non. Il est venu, de toute façon, le monsieur, de toute façon, il nous a expliqué la situation. On lui a développé un petit système, un très petit système électronique, qu'on place, enfin, de toute façon, il y a un système sous forme de téléphone qu'il place face à ici, donc il sert de système de transmission d'informations, sans fil, et un système électronique placé sur la gâchette de la pompe, de telle sorte que dès qu'il appuie sur la gâchette, le système se met en marche, et on a un mapping de toute la zone qu'il a épandée. Donc, à la fin de la journée, on sait, point par point, où il a assuré son épandage. On connaît la quantité du produit qu'il a mis en terre, le temps pendant lequel il a réellement travaillé, donc il ne pouvait plus tricher. Donc, c'était un mouchard, en quelque sorte, qu'on lui a développé. Et c'est un gars qui a été très content, il a vendu son produit, notamment en Costa Rica. Là. Ça, c'est une application qu'on lui a développée pour $25,000. Et lui, il n'avait mis aucun sou. Enfin, il a mis certainement $2,000 ou $3,000 pour certaines petites choses. Mais c'est l'État qui a financé, enfin l'État fédéral, parce qu'on a pu aller lui trouver une subvention qui couvre les frais de ce développement-là. Voilà. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, on conçoit et on réalise certaines applications, des petites applications qui répondent à des petits besoins. Donc, on participe aussi dans l'amélioration de ces produits ou ces procédures, et on fait aussi ce qu'on appelle élaboration et mise à l'essai des procédés ou d'appareils spécialisés. Par exemple, dans notre centre, je vous en parle par la suite, nous avons développé une chambre anéchoïque. Bon, je sais pas, de toute façon, les spécialistes connaissent ce que c'est, chambre anéchoïque. C'est une chambre dans laquelle, de toute façon, on fait des mesures et les signaux qui se passent, qui sont à l'intérieur, ne sortent pas et ceux de l'extérieur n'entrent pas. Parce que par les gens spécialisés en télécom, ils savent que nous sommes inondés d'ondes électromagnétiques. Par exemple, si je veux mesurer le signal ici dans mon téléphone, la mesure que j'aurai ne correspond pas uniquement à celle de mon téléphone parce qu'il y a aussi des autres ondes électromagnétiques qui sont ça. Donc, la mesure que je fais n'est pas la mesure réelle que je voulais avoir. Mais lorsque je me mets à l'intérieur du chambre anéchoïque, le seul signal que j'aurai, c'est celui de l'appareil dont je veux mesurer le signal. Donc, ça nous permet aussi de vérifier si l'appareil qui a été construit, vous avez un appareil, il vous dit qu'il a telle ou telle caractéristique. Donc, avec les mesures que l'on fait à l'intérieur de cette chambre-là, on peut mesurer la véracité de ces données-là et voir aussi si l'appareil peut influencer sur les autres appareils, ce qu'on appelle l'immunité. Est-ce qu'il peut être lui-même affecté par les signaux des autres appareils ou lui peut aussi affecter les autres appareils? C'est ce qu'on appelle, on appelle ça la pré-certification. Et on fait donc l'amélioration et le développement de technologies. Alors, la formation et l'information, j'en ai déjà parlé, donc on donne la formation sur des créneaux de pointe. Par exemple, nous, en télécommunication, on a donné des formations sur la fibre optique, sur l'IPv6, les réseaux IPv6, sur les antennes et différents sujets. On assure des veilles technologiques pour nos clients parce que, notamment en télécom, vous savez que ça évolue rapidement, ça évolue de semaine en semaine, et il faut que l'on soit à la page, donc et permettre à nos clients aussi d'être à la page. On fait de la recherche d'informations pour nos clients, suivi et évaluation après la formation, des études de marché, des études de faisabilité. L'étude de faisabilité, c'est une étape qui est très particulière, très intéressante, parce qu'il y a certains, par exemple, entrepreneurs qui veulent s'engager à faire une application qui parfois leur coûte des millions et des millions de dollars. Au lieu de s'engager directement, et il peut, au bout d'un certain temps, par exemple, arriver à un résultat où il ne pourra plus, et il se rend compte que son application est irréalisable. Donc ça va lui coûter énormément d'argent, mais
s'il est passé par une étude de faisabilité, enfin justement dans l'étude de faisabilité, on essaye d'étudier tous les aspects du problème et voir s'il y a des technologies qui répondent à ce besoin-là. Et à la fin, on est en mesure de lui dire que ce projet-là est réalisable ou non. Si c'est le cas, c'est réalisable, on est même en mesure de lui faire établir un cahier de charges pour lui dire voilà combien ça va te coûter, voilà les technologies que vous devez utiliser. Et à ce moment, s'il accepte, on l'achemine pour concrétiser cette application-là. Alors, la clientèle, elle est en majorité de façon composée des PME, des PME. Donc, je vais vous parler d'ailleurs par la suite des résultats. Et vous allez vous apercevoir qu'actuellement, 67% de nos clients sont des petites et moyennes entreprises. Et parmi nos clients, de toute façon, il y a aussi d'autres grandes entreprises et d'autres institutions. Voilà. Alors, la gouvernance, pour ce qui est, comment sont gérés ces centres-là, bon, comme je vous l'avais dit au début, ces centres-là sont affiliés à ce qu'on appelle des cégeps. Donc, elles doivent rendre compte à la direction générale de ce cégep-là et au CA, donc le conseil d'administration de façon de ce cégep-là, chaque année. Donc, chaque année, on est obligé de faire un bilan annuel de nos activités et on est aussi obligé de faire le plan stratégique pour l'année à venir qu'on doit présenter au CA, qui doit approuver cela pour que le financement de l'année prochaine nous soit accordé. En plus de cela, on rend compte aux deux ministères. Chaque année, on est obligé de façon de faire ce qu'on appelle une requête annuelle, dans laquelle on met tout le bilan, qu'il soit financier ou technique, et enfin les gens voient si les attentes qui nous ont été fixées au début, dont je vous en parlerai par la suite, ont été atteintes ou non. Donc chaque année, on est évalué d'une part par le CA de notre cégep et d'autre part par les deux ministères, le ministère de l'Enseignement supérieur et le MESI. De telle sorte que si au bout de 3 années, on ne répond pas à ces besoins-là, de toute façon, il y a un comité d'évaluation qui est issu des deux ministères-là, qui va décider ou non de prolonger de toute façon le mandat de cet été-là. Donc il faut que je fasse vite, parce qu'apparemment, c'était combien le temps tout? Bon, on m'avait parlé d'1 heure, moi je me suis préparé pour 1 heure, c'est pour ça. Okay. Ah, très bien. Très bien. Ah, très bien. Bon, de toute façon, je vais essayer de façon de tout résumer, je vais me passer de façon donc, comme je vous l'avais dit à un certain moment, de toute façon, donc, pour le financement de ce centre-là, on est financé en un tiers par les deux ministères. Donc le ministère nous donne un financement de base, qui est à peu près de 280 000 de base, et le reste, on est obligé de se le procurer nous-mêmes avec des contrats avec les entreprises. Mais en plus de cela, de toute façon, ils nous ont fixé certaines attentes. Il faut que les centres-là doivent avoir un impact sur la région, un impact sur la formation, un impact sur les entreprises et un impact sur l'économie. Et tout cela doit être jugé à la fin. Et toutes les 5 années, il y a un comité issu des deux ministères-là qui fait le bilan de tous les centres-là pour voir si les attentes ont été fixées et si les cibles ont été atteintes. Parce que pour chaque attente, on nous fixe une cible. Par exemple, pour les entreprises, ils souhaitent que le nombre de clients total en PME soit supérieur à 60%. Selon la dernière étude, la dernière évaluation, le taux de la clientèle de ce société-là a dépassé 67%. Donc on est à peu près à 68% de la clientèle qui est issue de la PME, et les autres, c'est des grandes entreprises et institutions. L'autre impact qu'on nous exige, c'est de l'impact sur les étudiants et les enseignants. Parce qu'ils veulent que d'année en année, le nombre d'étudiants et d'enseignants adhérents à cette société-là augmente. Il a été remarqué que durant les 5 dernières années, parce que je parle des 5 dernières années pendant lesquelles j'étais le directeur de ce centre-là, parce que la dernière évaluation a été faite en 2015-2016, et on a vu que le nombre d'étudiants a augmenté de 94%, des étudiants qui rejoignent ce centre-là, et le nombre des enseignants a été augmenté à peu près de 17%. L'autre point, donc,
concernant l'impact sur les entreprises, ils ont fait donc un sondage au niveau des entreprises là, et ils ont constaté que les entreprises sont satisfaites à 94% des services qui leur ont été rendus par les CCTT. Alors maintenant, concernant le financement, vous savez que dans un pays capitaliste, lorsqu'on vous donne $1, il s'attend à ce que vous lui reveniez avec au moins ce dollar-là, sinon plus. Donc, ils nous ont fixé 2 cibles, à savoir le taux d'autofinancement et ce qu'on appelle aussi l'effet levier. Le taux de financement, bon, on avait dit que le 1/3 des financements nous vient des 2 ministères-là, mais il faut... Bon, moi, j'avais par exemple une équipe de 10 personnes. Si on nous donne $280 000, ça ne couvre même pas le salaire de la moitié de mes employés. Donc, il fallait que l'on trouve des activités et des contrats avec les entreprises. Et selon les dernières études, enfin la dernière étude qui a été faite 2015-2016, on est actuellement à presque 70% d'autofinancement. Donc, on arrive à trouver 60% de notre masse salariale de nos projets et de nos ententes avec les entreprises et les institutions. Maintenant, pour ce qui est de l'effet levier, donc le Québec veut, lorsqu'il donne $1, il veut qu'on lui revienne au moins avec un autre dollar. Alors, l'attente dans ce point-là a été largement dépassée, parce qu'il se trouve que pour tout dollar financé, les CCTT arrivent maintenant à générer $6,7. Bon, je vais passer rapidement. Donc, je reviens juste sur les critères d'évaluation qu'on nous a fixés. À vrai dire, de toute façon, les critères sont au nombre 3. Ils nous jugent à la fin sur la pertinence, sur l'efficacité et sur les impacts que nous avons sur la société, sur l'entreprise et sur la formation. Et pour chaque point, ils nous ont fixé des cibles ou bien des critères d'évaluation. Donc, les critères d'évaluation pour la pertinence sont la demande pour l'offre de services, la valeur ajoutée des dispositifs de CCTT, le développement d'une masse critique. Alors, lorsque je parle du développement d'une masse de critique, c'est le nombre d'enseignants et d'étudiants qui ont rejoint les CCTT à la fin de chaque exercice. Pour l'efficacité, ils nous ont fixé aussi 3 autres critères, à savoir les activités, les services et les pratiques de transfert technologique, la satisfaction de la clientèle, comme je venais de vous en parler, et les partenariats et collaborations avec d'autres acteurs. Pour l'impact, parce que les CCT ont créé dans l'intention d'avoir des impacts sur les régions, sur les entreprises et sur la formation. Donc, à la fin, de toute façon, on nous demande des comptes, quels sont les impacts que nous avons eus sur l'implication des partenaires financiers. C'est là justement où on parle de l'effet financier, de l'effet levier, sur l'implantation de l'innovation chez la clientèle et les impacts sur la formation. Donc, je vais de toute façon essayer d'accélérer un petit peu tout cela. En vous résumant ici tous les points qui ont été relevés concernant aux critères. Donc, il a été remarqué qu'il y a eu une augmentation de 19,5 du nombre de clients technologiques depuis 2011-2012. Une clientèle qui est composée à 69,7% de PME, des revenus qui ont atteint, rien que l'année 2015-2016, 90,2 millions de dollars. Et sur les 5 années, les revenus totaux étaient je crois, de 542 millions. Mais pour la seule année 2015-2005, le revenu des CCTT était de 90,2 millions, dont 65,2 en projet. Donc, imaginez, vous avez déjà une idée sur le taux de projet, bien le taux du chiffre d'affaires de CCTT qui vient des projets. On a aussi donc des revenus totaux de 396, il était là sur les 5 ans, et des investissements de 90 millions de dollars en matière d'équipement. Donc là, de toute façon, les sociétés s'organisent pour demander des subventions en matière d'équipement et d'infrastructure. Bon, je peux vous citer que l'exemple de mon centre. En 2016, j'ai pu obtenir un centre, on a construit un nouveau centre carrément, qui nous a coûté 6 millions de dollars. Et j'ai pu obtenir 970 000 dollars pour la chambre anéchoïque, pour la bâtisse et les équipements que j'ai eus.
Donc imaginez donc l'impact, imaginez un centre qui est là, qui arrive à avoir par exemple tous ces équipements-là, même si demain le centre disparaît, l'infrastructure reste pour l'institution d'accueil déjà. Imaginez l'intérêt. Voilà. Bon, c'est pas la peine, j'en ai déjà parlé de façon des impacts tout à l'heure. Donc on a eu donc des impacts formidables sur la région, qui étaient très éloignés, donc qui ont bénéficié de la présence de ces centres-là, notamment parce que ces centres-là investissent, enfin tout leur budget d'investissement et de fonctionnement se fait dans les régions. Donc ça permet de maintenir les étudiants et les professionnels dans la région. Donc ça permet d'enrichir indirectement les régions. Pour ce qui est de l'impact sur les étudiants, j'avais dit tout à l'heure qu'il y a eu une augmentation de 94% de la présence des étudiants dans les centres-là, ainsi que celle des étudiants. Bon, je crois que j'ai trop long dépassé. Je vais essayer de dépasser certaines. Bon, ça, justement, je reviens juste à ça, l'auto d'autofinancement. Bon, on a fait donc l'auto d'autofinancement par année, et on voit qu'en 2015-2016, l'auto de... non, pardon, c'est l'effet levier. Je l'ai dépassé. L'effet levier. Donc, en 2015-2016, l'effet levier est de 5,77. Ça veut dire que pour tout dollar généré par le Québec, plutôt donné par le Québec, ce dollar-là génère 5,77 $. Donc, le financement. Alors, pour ce qui est de l'autofinancement, j'avais dit que nous avons atteint un taux de financement de 67%, et même à 70,5% pour certains CCTT. Alors là, justement, c'est l'auto de financement. On est à 74 même pour certains CCTT. Ça veut dire que le revenu du CCTT, pardon, là, enfin, chaque CCTT s'autofinance à raison de 67%. Donc, 43% viennent, enfin 33%, 43, pardon, 67, non, c'est 33, je m'excuse, c'est 26. 26 viennent du Québec et le reste viennent des projets qu'établissent ces centres-là, soit avec les entreprises, soit avec d'autres institutions étatiques. Bon, pour ce qui est des retombées sur la formation, donc les cibles qui nous ont fixées, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il faut qu'il y ait une croissance du nombre d'enseignants et d'étudiants ayant participé aux activités des CCTT. Bon, comme résultat, nous avons eu, sur la période de 5 ans, une augmentation de 94,3% pour les étudiants et une augmentation de 10,8%, plutôt 13,3% en nombre de personnes et 10,8% en ETC. Bon, ETC, c'est le temps équivalent de travail, parce que les enseignants sont libérés de leurs activités d'enseignement pour participer de façon à la recherche, et on compte ça ce qu'on appelle en ETC. La charge totale d'un enseignant, c'est 1 ETC, et il peut se libérer souvent de 0,2 jusqu'à 0,8 ETC pour travailler dans un CCTT. Bon, je vais accélérer pour de toute façon aller directement, je vais essayer de vous parler du C2T3. Bon, voilà. Donc, là, je vais essayer de toute façon, dans le temps qui me reste un petit peu, de vous parler le C2T3. Donc, c'est un centre qui a été créé en 2008 et dont la mission, bien sûr, comme tous les autres là, consiste à aider les entreprises à se développer et à innover. Donc, il a pour mandat d'aider les PME à améliorer la productivité et la capacité d'innovation. Donc, comment? En essayant d'aider les entreprises à adopter l'utilisation de nouvelles technologies et de les adapter à leurs besoins. Je m'excuse, je m'oublie souvent. Pour les aider donc à innover, à devenir plus innovantes et plus compétitives. Donc, la mission du C2T3 se résume autour du maître mot, comme je l'ai dit, autour du transfert de technologie, qui se fait de 3 façons: la recherche et développement, la formation spécialisée et le support technique. Enfin, comment dirais-je, les axes de recherche du C2T3, on les résume généralement ce qu'on appelle les 5 T. On travaille dans la télétransmission, télémesure, télédétection, traçabilité,
et télésurveillance. Ce sont les 5 axes principaux sur lesquels on travaille de façon au C23. Mais ceci, à entendre ceci, on dirait que nous sommes un petit peu confinés uniquement dans ce qui est télécommunications. Je peux vous dire que parmi nos clients, je vais vous en parler d'ailleurs, on a des clients qui viennent de tous les secteurs. Et je peux même dire, pour une année, surtout de l'agriculture. Je vais vous en parler. Donc, les moyens dont nous disposons pour aider les entreprises sont au nombre de 3. Donc, le support technique, la recherche appliquée et la formation spécialisée. Alors, dans le support technique, donc, nous assurons ce qu'on appelle des visites interactives. Des visites interactives, c'est qu'on se déplace chez le client qui a une problématique et on essaye de savoir comment fonctionne, par exemple, son usine et surtout le problème, la problématique, on essaie de la mieux comprendre sur place pour essayer de trouver la solution adéquate. Donc, on fait ce qu'on appelle des études de faisabilité, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour voir si la solution que l'on veut lui développer ou bien qu'il veut développer, est-ce qu'elle est réalisable ou non. On lui donne de l'information, on lui assure, enfin on évalue ses besoins, on l'oriente dans les choix technologiques. Dans la recherche et développement, donc on conçoit, comme je l'ai dit, des projets de recherche et développement. On lui fait de l'expertise de labo, enfin de l'expertise en labo, donc on lui fait de la pré-certification aussi, des mesures et des analyses de certains appareils ou bien de certains produits. Il y a certains qui développent un certain produit, donc ils veulent s'assurer que ce produit répond aux besoins ou non. Donc on peut lui faire des analyses et des mesures dans nos labos. Donc pour la formation, comme j'ai dit, donc on a donné de la formation sur la sécurité et réseau, paramètres des réseaux, les réseaux virtuels, les antennes, la fibre optique, etc. Alors, nos axes de recherche, comme je dis, c'est donc la télémesure, la transmission, traçabilité, télésurveillance et télédétection. Et parmi nos champs d'expertise, comme je l'avais dit tout à l'heure, là où il y a nécessité d'acquérir ou de transmettre une information, quel que soit son type, on peut y être. Quel que soit le type de l'information, on est en mesure de l'acquérir par des capteurs adéquats et pouvoir la transmettre par des moyens ou bien par des systèmes sans fil. C'est notre principale notre principale expertise. On a été surtout spécialisé dans le développement des systèmes sans fil, de transmission sans fil. Donc, on travaille aussi dans la câble distribution, dans la téléphonie IP, les services de métrologie, télémesure, technologie sans fil, notamment les standards Zigbee, Wi-Fi, Ant+, etc. Les technologies d'identification, les RFID, les identificateurs radiofréquentiels, et les autres technologies prioritaires. Nos secteurs d'intervention, comme je l'ai dit, donc, on a eu des projets avec tous les secteurs. Ça va de l'agriculture au transport, à l'efficacité énergétique, diagnostic, détection, traçabilité, technologie de la santé, etc. Donc, on a pu avoir des projets avec pratiquement tous les secteurs. Et ces dernières années, on s'était surtout orienté vers les technologies destinées au maintien à domicile et à la santé au maintien à domicile. Alors, je vais essayer de vous parler de quelques-unes de nos réalisations. L'une des réalisations que nous avons faites de façon récemment, il y avait un industriel qui commercialise les fruits. Les fruits, et notamment de façon la fraise. La fraise, c'est un produit qui s'avarie rapidement. Cette fraise-là, même si on la met de façon dans des chambres froides, elle a tendance à s'avarier rapidement et donc perdre beaucoup. Et donc les entrepreneurs perdent beaucoup d'argent. Et il y a eu énormément de gaspillage en matière de ces fruits-là, et c'est valable pour d'autres produits alimentaires. Donc on lui a développé un système de telle sorte que lorsque les caisses de fraises sont à l'intérieur, de la chambre froide, il y a un système qui arrive à mesurer donc le taux d'humidité et aussi donc d'autres caractéristiques de la fraise qui permettent de voir si ce fruit-là est en train de pourrir ou non. De telle sorte, parce que si on met la fraise devant la porte ou au fond de la chambre, elles ne vont pas s'avarier de la même manière. Parce que celle qui est devant la porte va s'avarier rapidement. Donc le système qu'on lui a développé lui permet d'optimiser et de garder au frais toutes ces fraises-là. Et dans le cas où il s'avère que les fraises commencent à s'avarier, donc il les commercialise rapidement pour ne pas perdre trop d'argent. Il y a même, on lui a développé un système qui lui permet, qui est un système mobile, même lorsque la fraise est en déplacement, à tout moment,
on peut savoir tout d'abord la fraise elle est où et quel est l'environnement, c'est-à-dire quelle est la température, quelle est l'humidité qui se trouve dans le camion qui transporte la fraise à tout moment. Traçabilité à distance. Traçabilité. Pardon. Ben, il y a d'autres projets, de toute façon celui des lampadaires intelligents, donc nous avons développé un système de lampadaires intelligents, c'était dans le but d'économiser de l'énergie et c'était aussi utilisé dans le but de la télésurveillance. Donc on a muni des lampadaires avec un système électronique, de telle sorte que dans certains cas on n'est pas obligé d'avoir le lampadaire allumé toute la nuit par exemple. Il y a même certains qui se plaignent de la pollution lumineuse. Tu as un lampadaire qui est devant ta fenêtre, il t'empêche de dormir à un certain moment. Donc on a développé un système que le lampadaire n'a pas à être allumé toute la nuit, mais il ne s'allume que quand une personne ou une voiture s'approche de lui. Et on a développé une passerelle de communication entre les lampadaires. Dès que le premier lampadaire détecte la personne ou le véhicule, lui il se met à une intensité de 100%, et il envoie une commande aux autres lampadaires pour qu'ils se mettent à 20% pour les informer qu'il y a une personne qui arrive. Lorsque la personne s'éloigne du premier lampadaire, le premier s'éteint, le deuxième se met à 100%, etc. De telle sorte que la personne se voit accompagnée d'une onde de lumière là où elle va. Donc ça permet des économies en énergie qui peuvent aller jusqu'à 70% en économie d'argent. Et on les a fait aussi doter de caméras. Si jamais la caméra détecte que la personne, par exemple, va à des armes, porte des armes avec elle, il y a un système de tracking qui se déclenche, donc on sait où va cette personne-là. On peut même munir ces lampadaires-là de microphones. Je vous cite par exemple un exemple. Il y a quelqu'un qui vient jeter ses poubelles devant un lampadaire. On peut l'appeler à distance, ramasse tes ordures. Ça peut se faire à travers ces lampadaires-là. Voilà. Donc ça, juste je vous explique le principe qui était donc il s'approche. Donc le premier se met à 100%, les autres se mettent à 20%. Il s'éloigne, le premier s'éteint, les autres se mettent à 100% et ainsi de suite. Voilà. Alors, donc, comme je l'avais dit, nous sommes engagés ces dernières années aussi dans les technologies dédiées à la santé en maintien à domicile pour sécuriser les personnes et l'environnement pour des services adaptés et pour améliorer la qualité de vie de ce qu'ils appellent eux les aînés. Nous, on les appelle les vieux ici. Eux, là-bas, ils les appellent de toute façon les aînés. Donc, ils n'aiment pas qu'on les appelle les vieux de toute façon. Alors, donc, il y a différents moyens pour sécuriser ces gens-là. Parmi les applications que nous avons faites là, c'est un vêtement intelligent. Nous avons inséré un capteur dans le col de la veste de la personne à surveiller là. Et avec ce détecteur-là, on est en mesure de savoir si la personne tombe, si elle chute, elle est détectée immédiatement. Si son niveau d'énergie diminue, c'est détecté. Si son niveau de mouvement diminue, tout est détecté et transmis à distance à un superviseur. Donc on a aussi développé une caméra que nous avons appelée une caméra intelligente. C'est une caméra qui ne transmet rien durant toute la journée pour sauvegarder justement l'intimité dans une caméra qui est destinée aux personnes âgées. Parce que les gens ont souvent peur que leurs parents, qui sont seuls à la maison, tombent et personne ne s'en aperçoive. Donc cette caméra-là, elle détecte la chute et dès qu'il y a une chute qui s'est avérée, elle transmet une information, soit sous forme d'un SMS, soit d'un téléphone, etc. Elle ne transmet rien durant toute la journée, elle ne transmet que quand il y a une chute. Bon, ça, c'est le vêtement dont je vous ai parlé, c'est le col de toute façon dans lequel nous avons inséré les capteurs, donc, qui permet donc de détecter les anomalies de la personne. Ça, c'est le Vectrax, c'est le système dont je viens de vous parler tout à l'heure pour celui qui fait l'épandage, la lutte contre les insectes et les mauvaises herbes. Donc, je sais, bon, je crois que je suis devenu ennuyeux, donc je m'arrête là. Donc, on vous pendant 1 heure, mais sans vous quitter un Merci instant. Beaucoup, et je m'excuse de ne pas avoir été efficace peut-être. Très efficace même. Si vous avez des questions, dans n'importe quel domaine, donc je suis en mesure de répondre à vos questions. Très bien. Je tiens d'abord applaudissant monsieur professeur Mjeldi. Donc finalement, vous nous avez fait une conférence d'1 heure de temps, mais croyez-moi, moi je vous ai écouté avec un grand intérêt, du début jusqu'à la fin, parce qu'au fait, on a appris des choses. On a, comme je vous l'ai dit en introduction,
Le domaine du transfert de technologie est encore méconnu chez nous, pas très répandu. Donc aujourd'hui, j'ai pu vraiment comprendre les différentes missions et vraiment toutes les tâches qui sont accomplies par un centre de transfert de technologie. Donc nous allons ouvrir le débat et prendre quelques questions, mais avant je vais prendre un petit